Alors, pour ce qui concerne les relations entre la consommation d'énergie et la croissance économique, mes propres travaux suggèrent que nous autres économistes, nous comprenons encore assez mal cette relation. Jusqu'à une date récente, beaucoup d'entre nous se reposaient sur des résultats qui viennent de la microéconomie de première année, qui disent qu'en gros, ce qu'on appelle l'élasticité du PIB par rapport à la consommation d'énergie, c'est-à-dire la variation de la croissance du PIB rapportée à la variation de la croissance de la consommation d'énergie, que ce ratio-là est très faible, en gros de l'ordre de 8% en moyenne dans les pays industrialisés. Pourquoi? Parce qu'on a des raisons théoriques de penser que ce ratio devrait être égal, en général, à la part de l'énergie dans le PIB. Or, à cause du très faible coût de l'énergie, le prix de l'énergie reste très faible, même si aujourd'hui le baril est à 100 $, du coup, la part de l'énergie dans le PIB est très faible, en gros 8%. Et elle n'a jamais excédé 14%, même dans un pays aussi dépendant du pétrole que les États-Unis. Du coup, beaucoup d'entre nous, jusqu'à une date récente, ont consolidé qu'au fond, nos économies ne dépendent pas fondamentalement de l'énergie, qui est une conclusion qui surprend toujours beaucoup les ingénieurs et les physiciens quand on discute avec eux. Du coup, pour ma part, j'ai repris ce sujet en faisant de l'économétrie sur les données, sur la quantité physique d'énergie consommée, des tonnes équivalent pétrole, et mes résultats montrent qu'au contraire, notre économie dépend énormément de la consommation d'énergie. Moi, ce que j'obtiens, c'est que l'élasticité du PIB par rapport à la consommation d'énergie primaire, c'est plutôt de l'ordre de 60%, en moyenne sur les pays de l'OCDE, avec quelques variations. C'est plus proche de 70 pour les États-Unis, plus proche de 40 pour la zone euro, et ça nous donne une moyenne de 60. Ce qui veut dire que, si ce résultat est correct, nos économies dépendent fondamentalement de la consommation d'énergie pour la croissance. Si nous ne pouvons pas continuer d'augmenter notre consommation d'énergie, et si nous ne changeons pas de schéma, disons, directeur de nos économies, nous n'aurons plus de croissance du tout. Parce que, au fond, si on se dit, si à cause de la raréfaction du flux d'énergie fossile disponible chaque jour, nous ne pouvons plus continuer d'augmenter notre consommation d'énergie, alors nous n'arriverons plus non plus à augmenter le PIB, si celui-ci dépend fortement de la première. Pour donner quelques chiffres très très simples, la croissance du PIB par habitant au niveau mondial, entre, en gros, 1945 et le milieu des années 70, en moyenne, c'est 3%. Donc en moyenne, le PIB par habitant au niveau mondial augmente de 3% chaque année pendant les 30 glorieuses. Ce 3% peut se décomposer en 2 plus 1. Donc 3 égale 2 plus 1, c'est très simple. 2% d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant et 1% d'augmentation de l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, en gros, c'est le progrès technique, c'est le génie humain, c'est le stress au boulot, c'est voilà. Et puis pour le reste, pour les 2 tiers, c'est simplement l'augmentation de la consommation d'énergie par habitant, qui à l'époque est essentiellement, sinon quasi exclusivement, de l'énergie fossile. Après les années 80, cette équation très simple, 3 égale 2 plus 1, se transforme en, je simplifie, 1,5 égale 0,5 plus 1. Donc nous avons toujours 1% de progrès technique par an, au sens de l'augmentation de l'efficacité énergétique. En revanche, nous n'arrivons plus depuis les années 80 à augmenter notre consommation d'énergie par habitant de 2% comme nous le faisions précédemment, mais seulement de 0,5%. Et dans un pays comme le Japon, cette équation, depuis 2000, s'est transformée en 0 égale 0 plus 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance, parce qu'il n'y a plus d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant, et il n'y a plus de progrès technique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de progrès technique? À mon avis, essentiellement à cause de la déflation au Japon, qui fait qu'il n'y a plus d'investissement, donc moins de recherche et développement, donc plus de progrès technique, et le 0% d'augmentation de la consommation d'énergie est un facteur déterminant du fait qu'il n'y a plus de croissance au Japon. Donc une fois qu'on a compris que la dépendance de la croissance du PIB à la croissance de la consommation d'énergie est quelque chose de fondamental, donc dans mes travaux c'est mesuré à 60%, et non pas 8% comme on est habitué à le mesurer dans les travaux antérieurs, alors on comprend que si on ne peut plus augmenter la consommation d'énergie, il n'y aura plus de croissance. Sauf à modifier le type d'énergie dont nous dépendons. Et c'est ça tout l'enjeu de la transition énergétique. Ça n'est pas de réussir un découplage entre la croissance du PIB et la consommation d'énergie, parce que ça c'est probablement
très difficile, voire impossible, mais c'est de réussir à transformer le mix énergétique dont nous dépendons, de manière à pouvoir continuer d'augmenter notre consommation d'énergie, mais plus en énergie fossile. À mon avis, la bonne question au fond n'est plus celle-là, dans la mesure où le PIB est lui-même, comme on sait, un très mauvais indicateur. C'est pas du tout un bon indicateur de la prospérité d'un pays. Donc à mon sens, toute la réflexion qui a été amorcée, ou disons qui a été rendue publique par le rapport Sen-Stiglitz, qui au fond s'est appuyé sur un travail qui était déjà bien antérieur, devrait enfin pouvoir irriguer le débat public et nous aider à penser la prospérité en France autrement qu'à travers le seul indicateur de la croissance du PIB. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, de conscientisation du fait que le PIB n'est pas un bon indicateur, alors la question de savoir si la transition énergétique va faire croître le PIB ou non ne sera plus la question fondamentale. Est-ce que ça va créer des emplois? Ça, c'est une question fondamentale. Voilà. La réponse est évidemment oui. Ça va aussi en détruire un certain nombre d'emplois qui deviendront obsolètes. Du coup, la question c'est, est-ce que ça va créer beaucoup d'emplois nets? La réponse est probablement oui, mais de nouveau, pour l'instant, on n'a pas encore de modèle macro faisant consensus qui permette d'apporter une réponse relativement sûre à cette grande question.